Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Tour Zéro. Je suis, comme à notre habitude, accompagné de Croissant et Pidipiu. Coucou les gars. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de la banlist qui est arrivée, en fait, pour nous ce matin, hein, à le moment où on enregistre, qui a changé pas mal de choses, mais on en discutera plus tard. Mais avant ça, du coup, comment s'est passée votre semaine, les gars? Croissant? Alors moi, comment s'est passée ma semaine? J'ai eu une petite baisse de motivation quelque part sur le fait de jouer des decks dits compétitifs et méta. Parce que notamment en fait j'ai du mal à choisir mon deck en construit. J'ai trois options dont on s'en fout lesquelles, mais j'ai du mal à choisir entre ces trois-là, notamment avant que Dynasty arrive. Parce que selon les nouvelles cartes qui peuvent apparaître dedans, j'aurais peut-être plus envie de jouer un des trois héros plus qu'un autre. Et du coup, j'ai du mal à me dire, bah, je vais tryhard un des trois, sachant que peut-être les listes vont radicalement changer dans un mois. Donc, j'ai envie de jouer des trucs fun. Et du coup, quoi de mieux pour ça que le Blitz? Parce que bah, du coup, le Blitz, c'est un format où c'est plus facile, on va dire, de jouer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu plus funky, etc. Comme on peut le voir notamment avec les chroniques que vous fait PDPU chaque semaine. Et donc, cette semaine, j'ai fait 3-1 à l'Armory de Play-in avec un deck Prism. Et je ne vous en dis pas plus parce que vous aurez peut-être un peu plus d'infos là-dessus plus tard dans cette vidéo. Sinon, je sais Mystérieux. même plus ce que j'ai joué Hmm. en construit sur mes autres tournois. J'ai fait un peu de game avec Azalea parce que j'aime trop le perso et j'espère qu'il va avoir un bon support dans Dynasty. On croise les doigts. Je pense que le champion a du potentiel en vrai, mais en fait, ses mécaniques sont très bonnes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Son équipement est très bon dans ce qu'il fait, mais il lui manque des bonnes cartes dans son main deck. C'est-à-dire que si on lui donnait le pool que peut avoir Gardien ou Runeblade par exemple, en termes de quantité de cartes et de bonnes cartes, Azalea, je pense, serait probablement tiers 1.5 ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que la plupart des cartes qui sont sorties dans Tales of Aria ne sont pas jouables pour elle, ou en tout cas la plupart des bonnes cartes. Et du coup, en fait, elle est à peu près sur genre un 7 et demi d'extension, ce qui est très peu pour avoir des bonnes cartes. Et comme ces mécaniques font qu'elle a besoin de bonnes cartes pour exister, bah du coup, c'est un perso qui est actuellement pas trop jouable, malheureusement. Mais je ne désespère pas. Et donc, j'ai fait quelques games avec et je vais probablement jouer ça dans l'Armory qui, au moment de cet enregistrement, se passera demain et dont je vous parlerai la semaine prochaine. Après, Et faut toi, du savoir coup, que Hugo? Ah, pardon. j'allais dire Dynasty après a promis du soutien pour tous les talents existants et toutes les classes existantes. Effectivement, en tant que On supplémental, verra. normalement, on devrait avoir des cartes pour tout le monde. Mais après, le problème, c'est toujours la qualité de ces cartes, parce qu'on a vu qu'Everfest, C'est ça. ça a donné du support à techniquement tous les héros, puisque à toutes les classes. Mais quand on compare des cartes comme Revelin Redblood et Swarming Gloomveil à des cartes que d'autres classes ont pu avoir, comme par exemple Battering Bolt, qui est une carte qui est vraiment pas très bonne. Donc voilà, il y a eu une petite différence de traitement, on va dire, des héros. Et donc on espère que dans Dynasty, si c'est la même chose, bah, cette fois-ci, ce sera d'autres héros qui profiteront des bonnes cartes. On espère, on espère. Et du coup, Pidipiu, qu'est-ce qu'a donné ta semaine de ton côté? Alors attends. Mercredi dernier, au tournoi de construit, j'ai joué Dromai et je peux flex un peu parce que j'ai fait une performance qui était complètement inattendue. J'ai affronté 4 ninjas avec Dromai. J'ai affronté 3 failles et un Katsu et j'ai fait 4-0. Je sais pas trop comment j'ai fait. Non, si en fait je sais comment j'ai fait. J'ai joué Tomeltai tour 2. Tomeltai tour 2 c'est fort. Quand ça pète des Mask of Momentum, c'est pas mal. Les personnes à qui j'ai fait ça se reconnaîtront d'ailleurs. Ensuite, ensuite jeudi, le lendemain du coup, c'était une armory de Blitz. J'ai essayé de jouer Islander en reprenant un peu ce qu'avait fait Hamilton avec sa liste et en essayant de l'adapter un peu au Blitz. Mais je crois que ma liste avait un peu le cul entre deux chaises. Genre, elle était pas vraiment agressive, mais elle était pas vraiment arcane non plus. Du coup, elle faisait pas grand chose. Du coup, bah, j'ai fait 1-3 je crois. Genre, je me suis fait retourner par une Dorinthea, j'ai perdu contre Croissant. C'était pas très glorieux. Du coup, ça m'a bien donné envie de pas rejouer le perso. Donc, enfin, je pense que j'y reviendrai, mais
genre plus tard. Peut-être un jour. Mm. Et probablement plus en construit qu'en blitz d'ailleurs. Parce que je trouve qu'en blitz, même si elle est intéressante, je la trouve très linéaire quoi. Genre, mais en fait, genre, elle est aussi linéaire que Kano, mais je la trouve moins cool à jouer que Kano. Du coup, je pense que je la rejouerai Mm. pas. Et sinon, bah, je continue à jouer Dromai. Mais en vrai, ma semaine, ça a surtout été jouer Dromai, commencer à m'acheter les Marvel parce que j'ai envie de flex. Et voilà, ce genre de choses. Le swag du deck est important, hein. Genre, je pense que t'as pas atteint genre vraiment le summum tant que ton adversaire n'est pas obligé de mettre des lunettes de soleil pour jouer contre toi, tu vois. Bah, en vrai, mon deck est pas mal. C'est-à-dire que les seules cartes foil qui me manquent pour mon Dromai, c'est les dragons. Il me manque 6 dragons sur 12, parce que j'en ai déjà 6. Tout le reste du Ah deck oui. est foil. J'ai commandé comme un Ouais. animal des Burn Demol et des Fate Force in foil, vraiment juste pour les hauts bouts. Tu vois. Mais par contre, le fait est que je n'ai pas suffisamment d'argent pour m'acheter 4 exemplaires de toutes les Marvel, pour en Mhm. avoir 3 dans le deck et une à côté. Tu vois. Oui, Dans le Ouais. deck, malheureusement, ce sera la régulière. Je m'en contenterai, mais je verse quand même une petite larme. Ça, sachez-le, pour tous les gens qui nous regardent, ça c'est ce qu'il dit maintenant. Si on y pense et si vous nous y faites penser, on fera un petit check dans 3-4 mois. Voilà, on verra où ça en est dans Non, 3-4 mois. non. le Sachez-le, check parce que si le post-dynastie. deck, Marvel, c'est bien. si le deck continue à être très bon et que PDP continue à le jouer, moi je demande à voir ces régulars dans le main deck qui vont petit à petit disparaître et être changés par des cartes qui brillent plus. Mais voilà, c'est un avis qui n'engage que moi. De la même manière que son avis que Islander c'est linéaire en blitz n'engage que lui, et ça ne reflète pas du tout le C'est sentiment des vrai. joueurs de ce podcast, puisque on a 2 personnes ici qui sommes des grands fans, et on a une Je sais personne pas du tout de qui tu qui est un parles. traître. Voilà, les termes sont dits. Du coup, J'assume. on verra ça IRL. Maintenant, je joue Chain, je joue Belittle, les Islanders, je les lave. Maintenant qu'il y a plus Storm Riders, en plus, trop facile. Allez, ça roule. Tu spoil la suite de l'épisode. Je fais une transition, ça pareil. Spoilers. Man. Et du coup, la transition, en effet. Nous allons donc passer à la partie principale du podcast. La banlist sur laquelle les Worlds vont être joués est sortie aujourd'hui. C'était une banlist très attendue, avec des avis très divisés avant même qu'elle sorte, hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient faut absolument nerf Holdim, lui détruire sa tête et qu'on ne revoit plus jamais Holdim, faut lui virer sa crown, faut lui virer la tunique, faut lui virer la totale. Et à côté, des gens qui disaient la méta est super saine, restons comme ça, changeons le moins de choses possible. Et au final, en tout cas en CC pour le moment, il n'y a eu qu'un changement. Il y a eu beaucoup plus de changements dans le format Blitz, ce qui est aussi très important vu que c'est un des formats sur lesquels les Worlds vont être joués, mais on reviendra plus tard. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce changement sur le CC, les gars? Bah, déjà, je pense qu'il faut l'annoncer, parce que Et ouais. en construit a été banni Pulse of Loft. Donc, la Pulse of Loft, c'est la carte légendaire réservée aux héros Earth et Ice, qui a un texte qui, pour Holdim, a pas beaucoup d'importance. Mais qui surtout avait la faculté de lui permettre il n'avait besoin de révéler que Pulse of Loft pour fusionner Oakenhold, qui est une des cartes clés du deck. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au final, Holdim était le seul perso à encore pouvoir jouer cette carte maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres persos qui a le Il y a eu droit de la jouer. Starvo. Alors, il Il y y a avait eu Starvo à Starvo une qui a eu Ah le époque. oui, droit de la oui, jouer bien vu. et qui l'a joué, mais effectivement, on retourne au point où Holdim est le seul à pouvoir la jouer. Alors, j'ajouterais quand même un élément, c'est que même si le texte, c'est-à-dire le fait que Pulse of Eisenolf soit une défense-réaction qui défend à 6 pour un coup de 2, et qui dit quand elle est jouée que toutes les cartes Ice, Earth et Elemental, si je ne dis pas de bêtises, défendent Mhm. à 1 de plus ce tour. Elle est rarement jouée par Holdim, notamment parce que lorsqu'on l'a en main, plutôt que de pitcher pour la jouer, c'est la plupart du temps beaucoup plus intéressant d'activer la capacité d'Holdim, qui est donc une défense-réaction qui coûte 3 ressources, et qui dit que lorsque on l'active, selon ce qu'on a pitché pour activer la capacité, c'est-à-dire une carte Earth, une carte Ice ou les deux, il va y avoir des effets. Alors si c'est une Ice, l'adversaire doit remettre une carte de sa main sur le dessus de sa bibliothèque. Et si c'est une Earth, Holdim va prévenir les 2 prochains points de dégâts qui devraient lui être infligés, peu importe les sources. Et donc,
quand Oldhim utilise la pulse, ça lui permet en une seule carte de payer l'entièreté de sa capacité et d'avoir les deux effets, ce qui est relativement pertinent et souvent très fort. Et ça ajoute un élément aussi important dans la force de cette carte dans le deck, notamment contre les match-up aggro par exemple, en plus de ce qu'a dit PDPU qui est tout à fait correct, que c'est une carte qui permettait à elle toute seule de remplir la condition des deux éléments qu'il fallait révéler pour pouvoir avoir l'effet Fuse de Hogunhold. Mm. Et au pire des cas, ça restait quand même une carte Ice ou Earth pour les rares cas de Fuse, enfin pour les cas de Fuse où on avait besoin pour mettre un coup de marteau si on l'avait en main en préparant son pitch stack. Enfin, c'était une carte C'est qui était quand ça. même très polyvalente en fait par son côté Ice Earth. En effet, Mm. pas du tout, enfin pas vraiment par son texte. On va dire que pour l'utiliser pour le texte, il fallait vraiment être dans une situation dramatique, hein. C'est ça. Le fait Et que ce tu soit vois, une bleue c'est qui ait ça les que je deux trouve, éléments, c'est trop fort. tu vois, c'est ça que je trouve intéressant avec ce ban, c'est que on parle d'une carte dont l'utilité dans le deck était, je dirais pas limitée, parce qu'en vrai, ça faisait partie des cartes importantes, enfin, pas vraiment des cartes clés, mais du petit effet ajouté qui rendait le deck pertinent, en gros. Et en fait, ce que je trouve intelligent avec ce ban, c'est que, depuis que Hold'em a fait un score tout à fait honorable aux nationaux, et que, bah, on va pas dire qu'il domine, mais qui semble, genre un peu l'ennemi à abattre dans la méta. Mm. Tout le monde a demandé à ce qu'il soit affecté. Donc la carte clé d'Oldim, ça reste Crown of Seeds, enfin, c'est une des Mm. cartes clés du deck, puisque ça le rend très efficient, ça permet de enfin, genre, ça lui donne des choses à faire de manière générale. Et en fait, ce que je trouve intelligent avec le fait d'avoir banni juste Pulse of Loft, c'est qu'ils ont pas changé comment le deck fonctionne. Ils ont pas fondamentalement réduit sa qualité, autant de enfin, pas aussi fort que s'ils avaient banni Crown of Seeds. Et en fait, ils ont juste, rendu le héros pas vraiment moins consistant, mais différemment consistant en gros. Dans le sens où, Mm. là où avant, il pouvait genre juste, bah, tomber sur Pulse et faire, bah, pitch bleu, Oakenhold, Fuse, bah, maintenant s'il veut faire ça, il lui faut ces 4 cartes, ou alors il faut qu'il ait pitch stack, ou il faut Mm. qu'il joue Oakenhold de l'arsenal, enfin et du coup Mm. s'il joue Oakenhold de l'arsenal, c'est qu'il a pas Crown, enfin, en fait ça modifie en fait pas mal de mathématiques, pas mal de régularité dans le tour, que je trouve assez intelligent, sans fondamentalement, genre, faire tomber un gros coup de marteau sur le deck. Et en fait, ça me fait un Je- peu penser à j un dernier petit point, ça me fait un peu penser à Vas-y. quand ils avaient suspendu Autumn's Touch, Mm. tant que Starvo Pour était pas Starvo, Living ouais. Legend, en fait. C'est C'était genre exactement ce que j'allais dire. ouais, bah, voilà. C'est pas C'est, genre un ban, mais c'est une espèce de petite subtilité pour rendre Mm. le deck moins consistant, mais intéressant. En fait, genre, peut-être offrir des nouvelles façons de jouer ou pousser les joueurs à jouer différemment. Mm. Et ça, je trouve Ouais. ça cool, en vrai. Et après, enfin, là, du coup, on a comparé à Hot and Stage, ce qui pour moi en effet est une très bonne comparaison parce que ça reste dans la subtilité, mais Hot and Stage, c'était potentiellement 9 cartes dans le deck. Là, Pulse, Mmh. c'est Oui, une c'est une carte. seule. C'est quelque chose Mmh. que du coup les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément. Mais Pulse of Ice and Love, c'est une carte qu'on ne peut avoir qu'en un exemplaire dans le deck. Donc Mm. littéralement, Ça là, vaut le Keyword niveau Legend. nerf, on passe de 59, enfin de 60 à 59 cartes. Faut potentiellement juste trouver une Mm. carte pour le remplacer. Si on estime que le deck va pas changer. Alors qu'Autumn Stage, ça forçait quand même, on avait dû se retrouver avec des cartes Earth qui étaient vraiment moins intéressantes à jouer. Je me rappelle qu'il y avait toutes ces Evergreen, ces Breakground, les choses comme ça. On était genre, non, j'aurais préféré Alors, largement rester sur mes Autumn Stage. Et euh, moi, vas-y. je suis un peu plus. Je ne sais pas quel mot employer, mais je pense que j'attends un peu plus d'impact de ce ban que ce que PDPU a l'air de penser, notamment. Parce que pour moi, en fait, les changements que tu as décrits sont. Enfin, il n'y a pas plus de changements que ça, je suis d'accord. C'est le fait de ban Pulse of Eisenloft ne change pas plus de choses pour Oldhim que ce que tu as dit, mais je pense que les facteurs que tu as énoncés sont quand même très importants. Parce que si on regarde, ça fait que les Oldhim qui ont une version un petit peu mid-range à tenter de mettre des hit effects contre certains agros parce qu'ils ne sont pas en mesure de les fatiguer, par exemple. Ces Oldhim-là, perdent la capacité à faire quasiment gratuitement des Oaken Hold, parfois plusieurs tours d'affilée, au premier cycle. C'est-à-dire que tu perds cette capacité que Bravo peut avoir, par exemple, avec ce Crippling Crush qui sort de manière gratuite au premier cycle et que tu fais, qui te redonne énormément de tempo parce que ça ne t'a pas coûté énormément de le jouer. Et la deuxième chose, c'est que dans le cas d'un pitch stack, tu peux toujours pitch stacker une Earth, une Ice
ton Oaken Hold et une bleue. Tout à fait. Les bons joueurs, notamment, vont toujours être capables de le faire. Ça, ce ne sera pas un problème. Le problème, c'est que du coup, tu vas moins avancer dans ton pitch stack une fois que tu auras passé ça si tu veux garder les deux éléments en main. La force de Pulse of Isenloft dans les match-ups où Holdim pitch stackait, c'est-à-dire les miroirs, les match-ups contre Bravo notamment par exemple, c'est des match-ups où en fait la Pulse restait en main plusieurs tours d'affilée pour juste enchaîner les Oaken Hold qu'on avait pitch stack les uns après les autres. Et du coup là en fait tu vas devoir faire des stacks qui soit sont beaucoup plus grandes et que donc tu peux mettre plus de temps à retrouver, soit qui sont de moins bonne qualité puisque tu vas garder deux cartes dans ta main au lieu d'une, de manière, enfin, pour pouvoir continuer à fuse les Oaken qui arrivent. Et ça veut dire potentiellement que tu peux moins te permettre d'arsenal une carte à la fin de ton tour, tu peux moins te permettre de bloquer avec une carte sur un marteau dans le miroir parce que tu as besoin de garder tes quatre cartes pour pouvoir les jouer. Et je pense que ces éléments-là vont être relativement pertinents et très importants pour un certain nombre de match-ups d'Oldim, bien que au départ, ils paraissent très minimes parce que c'est effectivement qu'une seule carte à laquelle on touche et que donc on pourrait se dire oh bah en fait ça va, c'est une carte, ça change un peu vite fait, mais les 59 autres sont les mêmes, etc. Et moi je pense à titre personnel que le changement est très bon parce qu'il va être pas mal impactant sur beaucoup de match-ups. Du coup, En justement, fait, heu, vas-y. vas-y, t'inquiète. Je disais et du coup, parce que là, tu as répété un point que j'ai soulevé rapidement tout à l'heure, c'est le fait que les 59 autres cartes vont rester les mêmes. Mais est-ce que tu penses que ça va être le cas? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, les listes vont être obligées de s'adapter pour justement compenser ce manque de fiabilité et de répétition, de capacité de fuse à répétition en tout cas? Alors, je vais répondre rapidement et puis après, on verra si Pilipiou a un autre avis que le Mmh. mien. Parce que moi, je connais pas tant que ça Oldhim, surtout récemment. C'est pas un perso que j'ai beaucoup joué du tout. Quand je l'ai joué, c'était plutôt de manière troll, sans avoir toutes les légendaires, etc. Donc, c'est pas du tout le personnage sur lequel je suis le plus renseigné, on va dire, d'une certaine manière, sur lequel j'ai le plus d'expérience. Donc, c'est un peu dur à dire. Cela étant dit, j'ai déjà vu des gens sur Twitter, y compris des gros joueurs, parler de manière plus ou moins troll et plus ou moins réaction à chaud de passer Oaken Hold en sideboard pour potentiellement faire une carte justement contre ces match-up miroirs contrôle et grindy et que ce ne soit plus une carte dans le main deck no matter what parce que justement on n'a plus cet élément un peu gratuit de fuse au premier cycle contre les agros. Donc est-ce que ça va être le cas? Est-ce que les listes vont rester avec globalement les mêmes cartes mais vont peut-être changer des siding patterns? Peut-être. Mmh. Est-ce que le deck va petit à petit disparaître? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il a toujours des très bonnes armes, notamment la Crown of Seeds, et que le deck va continuer à performer et à être un des decks dominants dans le format. Mais voilà, je pense qu'on va peut-être voir effectivement des changements dans les siding patterns et peut-être dans les cartes du main board, plus que de changer fondamentalement les cartes qui sont dans les 80 cartes qu'un Hold'em liste dans un tournoi. Parce que, comme on a dit, c'est pas une carte qui change énormément la valeur des autres cartes. Mmh. Elle a une impact principalement sur Oaken Hold, mais le reste des cartes globalement d'Oldim reste de la même qualité, puisque Crown of Seeds existe toujours, Tunic existe toujours, Rampart, Winter's Wail toujours, Spinal Crush existe toujours, et toutes ces cartes-là, en fait, ont toujours le même rôle et la même efficacité. Et donc, les trois cartes qui sont vraiment impactées, c'est les trois Oaken Hold, et peut-être que ceux-là, on va les voir bouger un petit peu dans les listes. Ouais, mais tu vois, en fait, moi ce que je me dis, c'est parce que Hold'em, il y avait 2 versions qui étaient jouées, en tout cas que j'ai vu jouer. Il y avait une version qui était vraiment la version défensive, qui correspondait vraiment à ce que joue Michael Hamilton. En gros, c'est, tu défends, tu as un second cycle qui est Mm. vraiment cochon et genre, tu pitch sac et en fait tu gagnes. Genre, par exemple, c'est la version qu'a joué Moms, aux nationaux, c'est une version qu'on a beaucoup affrontée. Enfin il y a cette autre version qui était une version qui était remplie de cartes Earth et Ice qui défendent à 2, et qui vraiment voulait fuse premier cycle. Et en Mm. fait, je pense que la principale différence, enfin, la principale, l'élément qui va beaucoup changer, c'est que l'absence de Pulse of Love va pousser, ces 2 decks, en fait, à s'écarter encore plus qu'ils ne l'étaient déjà. C'est-à-dire que Mm. un deck qui va vouloir, pitch stacker, défendre, va probablement pas jouer Oaken Hold parce que tout l'intérêt d'Oaken Hold, c'était justement ce côté finisher. Il va peut-être se rapprocher plus de cartes comme Macho Grande,
d'effets pour donner dominate, enfin, de kills, en fait, dont tu auras Mmh. besoin en fin de partie, sans avoir besoin de pitch stacker. Alors que l'autre version, va peut-être beaucoup plus se rapprocher de cartes qui jouent, Endless Winter, qui fusent beaucoup plus Ice qu'elles ne Mmh. fusaient Earth et Ice. Parce qu'en fait, si maintenant tu as plus vraiment de raison de mettre des mauvaises Earths dans ton deck, parce que, bah, tu as plus de Gunnold à fuse et que tu joues pas les attaques Earth Fuse, du coup, tu vas mettre les cartes Ice Fuse. Tu vas commencer à mettre les cartes Ice qui peut-être tu ne mettais pas parce que il te fallait de la place pour les Earths. Mmh. Et du coup, là, tu vas commencer à mettre. Et du coup, tu te retrouves avec un deck, une espèce de deck mid-range, vraiment avec des gros hits, qui, sera beaucoup plus ice qu'avant. Là où l'autre version sera peut-être plus défensive, aura moins de Mmh. ratio, par exemple, aura moins de cartes élémentales, enfin peut-être va peut-être en fait, je pense que cette absence de Pulse of Loft, a en fait un impact qui est très latent en fait, qui est vraiment genre sous la surface. C'est qu'en fait, comme Pulse est banni, Oakenhold est moins pertinent. Si Oakenhold est moins pertinent, est-ce qu'on a besoin de conserver les ratios qu'on a actuellement? Et donc, Mmh. si on n'a plus besoin de ces ratios, qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Rouse of the Ancients? Est-ce qu'on commence à mettre des Pulverize? Est-ce qu'on met plus de gardiennes comme Macho Grande? Est-ce qu'à l'inverse, on se focalise plus sur un truc très défensif avec des Turn Timber, des Beating Gale, des machins comme ça? Est-ce qu'on Mmh. passe Ice carrément? Et du coup, Channel Lake Frigid, ça devient la meilleure carte du deck. Enfin, il y a je pense que cette espèce de ban de Pulse, en fait, va modifier la place d'Oldie. Parce que du coup, ça va pousser les gens à prendre une décision, en fait. Ce que les gens n'avaient pas vraiment besoin de faire avant et qui maintenant est obligatoire. Parce que ton deck, du coup, il doit faire quelque chose de différent ou de nouveau. Enfin, genre, peut-être que juste on va résoudre le deck très vite, tu vois. Mais ce que je me dis, c'est justement, il faut résoudre de nouveau le deck parce qu'il est plus résolu. Mmh. Je suis pas forcément aussi catégorique que ça sur le cet impact dans le deck building, même si je suis en grande partie d'accord quand même. Et je pense que ça va être intéressant effectivement de voir comment les listes peuvent évoluer. On avait déjà vu, alors pour ceux qui peuvent suivre un petit peu, parce que moi c'est des decks que j'aime bien les gardiens quand même, une liste d'un mec qui s'appelle Ouija sur le Discord, et qui a une chaîne YouTube, qui avait sorti il y a peut-être un mois à peu près, une liste très ice. Je ne suis même pas sûr qu'il jouait encore les Oakenhold. Je pense que si, parce qu'il y avait toujours la pulse et donc il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas le faire. Mais il jouait des Biting Gale, il jouait des Insidious Chill, il jouait énormément de cartes comme ça qui fusaient Ice, beaucoup plus que dans les decks Hold'em qu'on pouvait voir au Pro Tour Lille ou dans les nationaux cette saison. Et effectivement, il abandonnait complètement ou presque le côté Earth. Et il jouait sur des bonnes qualités de cartes Ice avec un deck beaucoup plus mid-range, plus disruptif, mais du coup qui cherchait à avoir la tempo en jouant des cartes plutôt que juste en bloquant, etc. Et c'était très intéressant. Et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, PDPU, on va se retrouver avec des listes beaucoup plus proches de ça, puisque ça va devenir beaucoup moins pertinent de garder les genre 3 Autumn Studge bleus et les 3 Sotomoro bleus qu'il y avait dans les listes en général pour maintenir ce compte-là de Fuse pour le Oakenhold en l'absence de Pulse ou quand on l'a trouvé loin dans son pitch stack, etc. Mmh. Et en même temps, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, si Hold'em, change de façon de jouer, genre devient plus ice, peut-être devient encore plus défensif, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce que les autres decks vont réagir. Parce qu'en fait, Ouais. ouais, tu vois, genre, plus j'en parle, plus je me rends compte à quel point plus of Is Unloved, en fait, c'est genre, t'as l'impression que c'est une goutte d'eau, genre un petit grain de sable dans le désert, mais en fait, ça fait une espèce de réaction en chaîne, une espèce de cascade qui, dans le fond, ne touche à rien, mais en fait change beaucoup de choses. Parce que du coup, si Hold'em se met à être beaucoup plus agressif d'une certaine manière, mettre plus Mm. de nits, commencer à envoyer des grosses cartes avec des trucs chiants et tout, ça veut dire que du coup, Braillard sera probablement plus en difficulté tant qu'elle n'aura pas adapté son deck pour se Mm. défendre. Parce qu'il va très probablement falloir se défendre. Des decks, par exemple, comme Faille, vont peut-être, de nouveau avoir des difficultés contre Hold'em, si tant est qu'ils aient plus de difficultés. Enfin, et en fait, ce que je me dis, c'est que le fait qu'Hold'em change et qu'Hold'em soit, une des pierres angulaires de la méta, Mm. fait que ça va forcément aboutir à des modifications sur le reste du jeu Ouais. et sur, les autres héros, en fait. Je suis Et 100% d'accord avec ça. et je trouve ça cool, en Mm. fait.
Genre, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça se trouve, il y a des héros qui, étaient vraiment en difficulté à cause de la consistance d'Holdim. Genre, par exemple, je pense à Dorinthea. Mm. Dorinthea, une de ses faiblesses, c'est entre autres le fait qu'Holdim est ultra régulier. Enfin, genre, Ouais. c'est un papier à musique, le machin. Si tu connais ton deck, tu fais toujours la même chose Mm. et c'est ce que veut faire le deck. Là, si le deck change et qu'il acquiert une forme d'instabilité, bah, du coup, peut-être qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour des héros qui avant avaient des difficultés contre Holdim. Et en même Ouais. temps, ça se trouve, on fait des plans sur la comète où on extrapole beaucoup et ça se trouve, Ça va rien les changer. changements, l'absence de pulse vont pas fondamentalement changer comment un deck fonctionne et par Mm. extension, sa place par rapport aux autres decks et genre on va revenir à un truc, qui y ressemblait. Mais Ouais. j'en doute quand même parce que j'ai l'impression et ça, c'est un truc, tu vois, enfin, qui se sent aussi sur la banlist du Blitz dont on parlera juste après, c'est que j'ai l'impression que depuis Tales of Aria et plus précisément depuis Everfest, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui testent en interne. Genre, j'ai l'impression que les Ouais. décisions qu'ils prennent Sont ces plus derniers réfléchis. temps, elles sont très maîtrisées, très Mm. réfléchies. Genre, Mm. il y a pas en fait, il y a pas de coup d'éclat. C'est-à-dire que les choses arrivent et en fait, en tant que joueur, même si, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ce genre de choses, moi, par exemple, je peux pas dire: «Je trouve que ce ban n'a aucun sens». Parce qu'en vrai, Ouais. Ouais. ils ont genre, tu les regardes et tu fais: «OK, ça Ce existe». que, ce que j'aime bien, et moi je finirai là-dessus, mais ce que j'aime beaucoup avec ce ban, c'est que soit on considère que ce ban va changer, comme tu dis, PiliPiu, beaucoup la façon de build les Hold'em et que donc ils vont devoir se spécialiser un peu dans un mode ou l'autre, faire des choix, etc. Et auquel cas, ça risque de faire des gros shifts dans la méta, puisqu'on va pouvoir apparaître des choses, les autres decks vont devoir s'adapter, etc. Et donc, il y aura un gros changement avec juste une petite carte qui était jouée en x1 dans un deck qui sera ban. Parce qu'effectivement, si Holdim est le deck principal et que ce deck évolue, en fait, c'est toute la méta qui va évoluer avec ça, ce qui est logique, en fait. Hein, c'est ça le concept de metagame. Et à côté, si on se rend compte qu'effectivement, le deck reste très similaire, que bah, ça ne change pas trop le fait de jouer des Oaken Hall, que on augmente un petit peu le nombre d'heures, un petit peu le nombre dice, et qu'en fait, on reste sur un deck qui fonctionne à peu près pareil, etc. Bah, il n'y a aucune raison que la méta change fondamentalement si Holdim reste le meilleur ou un des meilleurs decks et qu'il reste fonctionnellement le même malgré le ban. Donc, je trouve ce ban d'autant plus intéressant que soit il va pas changer grand chose et c'est pas grave parce qu'on a une méta qui est relativement saine, soit il va changer beaucoup de choses et ce sera intéressant pour les Worlds parce que il ne devrait pas, je pense, faire apparaître de choses craquées juste en réduisant un petit peu la consistance ou le power Mmh, level de Holdim. Bah, ouais. sachant que c'était le but vraiment de LSS sur cette sortie, enfin sur cette release-là, c'était, c'est Mm. ouvertement dit, ils considèrent que la méta actuelle est relativement healthy, mais que Ouais, Holdim est un peu trop fort quand même, notamment parce qu'il a une trop donc ils grosse veulent le réduire un présentation peu. au top 8. Donc ils veulent réduire un petit peu sa puissance, Mm. mais sans non plus le Le faire détruire ou sortir, changer quoi que ce soit. c'est ça. Et en vrai, c'est vrai que si on regarde les listes de gagnants nationaux, il y a eu que 4 victoires de plus d'Holdim par rapport à Braillard, et Braillard n'a pas été touché, par exemple. Donc ça Mm. montre qu'il y a Mm. vraiment Mmh, cette envie et cet état d'esprit de on va juste changer un deck qui a l'air un peu problématique, mais qui est même pas assez problématique pour qu'on le détruise et qu'on lui retire des grosses Mm. cartes beaucoup plus clés dans le deck. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en effet, ça montre qu'il y a une réflexion de design beaucoup plus Ouais. poussée qu'avant, que on est plus dans l'époque de LSS qui playtestait ses cartes sans prendre en compte des errata ou des bans et donc nous sortait des Starvo, quoi. Mm. Et je trouve ça mmh, super intéressant Ouais. de voir cette évolution, et je trouve que ça s'inscrit aussi très bien dans l'évolution du LSS de je commence à design des cartes un peu plus interactives, je commence à design des héros qui laissent plus la place à l'outplay et qui provoquent moins des match-ups trop polarisés. Donc moi je suis assez content de voir comment ça évolue. Ouais. Et en effet, on va voir un peu aussi cette mentalité dans le Blitz. Après, je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qui a été fait sur le Blitz dans la philosophie et pas dans les faits. On revient sur ce que tu disais, PDPU, sur le fait que je comprends tout à fait pourquoi ça a été fait, même si j'apprécie pas tout. Parce qu'en fait, en mmh, Blitz, donc format qui va être très important aux Worlds, il y a eu Mm. 4 changements.
Le premier changement, c'est que la Skeletta a été ban. En vrai, ça, rien de surprenant. Que le masque du Pouncing Lynx est ban. Que les Stormstriders sont suspendus. Et on fait revenir la Sonata dans le format. En même temps, ce qui est assez cohérent, vu que la Sonata était surtout là pour Viserai. Normalement, enfin, c'était Alors, surtout pour le combo. C'était plutôt le combo Skeletta Sonata qui était dangereux, et vu que là, on retire c'est C'est Skeletta. ça. ça. C'est Vu que là, on retire Skeletta, Skeletta. Skeletta Sonata qui était trop problématique et du coup ils estiment, on peut être d'accord ou non, mais ils estiment qu'on peut faire revenir Sonata parce qu'on a banni Skeletta. Ce qui je pense est Alors, relativement judicieux, mais je vais laisser Pilipu parce qu'il joue plus ses decks de dégénérique que moi, donc il pourra plus alors, nous en parler. quand Viserai a fait n'importe quoi en Blitz, ouais, ils ont mis Living Legend et en même temps, ils ont suspendu, enfin, ils ont banni Sonata Arcanix et ils ont banni Bloodchill Skeletta en construit. En gros, il y a un truc intéressant, c'est que ils ont admis, avec notamment le texte qu'ils ont écrit sur leur philosophie et tout, sur les bans, qu'ils avaient envie d'éviter, surtout en Blitz, des cartes qui gratuitement donnaient de la value à un héros. Et les cartes qui donnent gratuitement la value, c'est toujours les équipements. En fait, on peut mettre dans la même catégorie, sur les changements qui sont faits, le Mask of Pouncing Lynx et Blushy Skeletta. Parce qu'en fait, c'est 2 équipements qui, sans que tu ne payes de ressources, te donnent des ressources. Bloody Skeletta, c'était parce qu'en association avec Vexing Quill End, tu pouvais Mhm. réduire de 2 de nulle part le coût d'une non-attack action. Ce qui paraît pas grand-chose, mais en fait représente beaucoup parce que pour littéralement rien, tu fais 4 de value entre les 2 runechants que tu as générés, Ouais. les 2 le de discount de 2 que tu fais sur ta prochaine attaque. En fait, ça fait beaucoup de choses pour rien, littéralement. Ouais. Et Poutine Lynx, c'était un peu la même chose puisque tu transformais un on hit en tu vas prendre 5 parce que c'était soit la vapeur, soit celle de wound, mais ça revenait à peu près au même. Enfin, en Mhm. gros, c'était pour rien, tu fais une value de 5. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, Skeletta et Punching Lynx, en fait, ils ont disparu vraiment pour aller dans le sens d'un format en blitz euh, qui se sait plus rapide, plus court, plus explosif, et où du coup ils veulent mitiger un petit peu cette explosivité, mais surtout une explosivité gratuite en fait. Parce que ce qui faisait la force de Viserai, c'était qu'il pouvait vraiment de nulle part dire Sonata à X égale 5, je révèle trop de cartes, je prends plein de cartes dans ma main et je t'envoie 35 dans un tour, et voilà, bisous. Tu vois. Et en fait, il faisait ça un peu de nulle part. Faille, il fait un petit peu ça, enfin genre, avec de gros guillemets quand même, parce que c'est pas le même niveau, mais avec des Lava Burst, des Punishing Lynx, etc. Et en fait, enlever ces 2 cartes, ça leur permet de se prémunir du moindre problème dans le futur, en fait. C'est dire, voilà, on sait que le Blitz, ça va très vite. Donc on enlève ces cartes-là, et on dit, maintenant, les cartes qui font des ressources, il faut payer, en fait. Et, d'ailleurs, vous allez probablement parler Stormstriders, mais Stormstriders, c'était la carte où tu faisais un investissement minime pour littéralement jouer un tour supplémentaire. Et genre, une carte qui te permet de prendre un tour sup permanent, c'est très fort. Et du coup, juste pour finir vite fait sur Skeletta, comme du coup, ils bannissent Skeletta, je trouve ça pertinent qu'ils unban Sonata. Parce qu'en fait, Sonata, c'est pas une carte Enfin, c'est une carte qui en Blitz était problématique parce qu'il y avait Skeletta. Mais c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus Skeletta, la Sonata devient vite une carte sur laquelle tu tournes ton deck autour, tu montes ton deck autour. C'est évidemment une carte très forte, mais de mon point de vue, elle valait pas le coup. Enfin, elle méritait pas d'être bannie en Blitz. Et j'avoue que j'aurais préféré que Skeletta soit banni en Blitz plus tôt, en fait. Parce que Mmh. Sonata, je trouve que c'est une carte qui est juste intéressante à jouer, en fait. Mais Bah, 300 ou Otal, J'ai pas le d'ailleurs, même avis lui aussi. sur Sonata, moi, je mais veux juste dire Ouais, un truc, c'est sur Skeletta, c'est qu'aussi, il faut prendre en compte que Skeletta, concrètement, c'est une carte qui était surtout utilisée chez Viserai, hein. Enfin, voilà. Et en fait, en suspendant Sonata, ils empêchaient l'accès à Sonata à d'autres héros. Je dis pas que c'était optimisé de les jouer, mais par exemple, Braillard se retrouvait à pas avoir accès à Sonata ou des choses comme ça. Mhm. Pour Skeletta, alors, et du coup, c'était même d'un point de vue purement équilibrage, c'était pas efficient de faire ça. On a le choix entre ban 2 pièces de combo, il y en a une qui est utilisée que par un deck et une qui est utilisée par plusieurs decks, mais dans les autres decks, il y a pas celui qui a le combo. Hmm. Ban celle qui avait Alors, ban celle qui n'était pas là
enfin, ban celle qui était utilisée le moins possible. C'était un peu le raisonnement logique, je trouve. C'est pas tout à fait vrai parce que, avec moi si je me trompe PDQ, mais on pourrait presque argumenter que Skelleta était plus importante pour Briar que Sonata. Même si Sonata hors Visceral, c'est Briar qui l'utilisait le mieux dans les Runeblade, hein, Mm. plus que Chain, parce que son build voulait déjà un ratio à peu près 50-50 de non-attaque et d'attaque. Simplement parce que Skelleta, en fait, c'était un bloc 2 puis un bloc 1. Ou un bloc Ouais. 2 puis des ressources. Et ce bloc 2 était hyper important, notamment contre les Onites style Oakenhold, etc. Parce que il y avait, alors je sais plus les maths et je sais plus exactement avec quel équipement, mais euh, Briar avait, lorsque Skelleta était légal, des maths de blocs qui étaient très en sa faveur contre les cartes comme Crippling Crush ou Oakenhold. Et donc ça, déjà, ça avait été en construit déjà à l'époque, ça avait été un gros changement que Skelleta soit ban en construit, puisque ça empêchait ces clean blocks juste avec de l'équipement ou avec de l'équipement et une carte. Cela étant dit, par ailleurs, je pense que Sonata, c'est une carte qui est forte en soi, qui n'est pas problématique en soi. C'est-à-dire que la carte n'est pas trop forte pour que ce soit un problème toute seule. Le problème, et je continuerai à le dire, c'est qu'il y a trop de cartes ou de pouvoirs héroïques chez les Runeblade qui te récompensent pour juste jouer les cartes de ton deck. Et tant que c'est le cas, quand tu joues une Sonata par exemple dans Visceral et que Sonata fait son effet qui est déjà très bon et qu'en plus tu as un Runechant, c'est là où la valeur de tes cartes en fait augmente potentiellement trop et où tu te retrouves avec des cartes qui ont des maths qui deviennent un peu trop forts alors qu'au départ les maths sont juste forts. C'est pareil avec Revel in Et, Redblood, c'est pareil avec d'autres cartes, mais voilà, c'est un problème qui est inhérent je trouve au Runeblade et qui continuera à rester tant qu'ils sortiront pas des Runeblade avec d'autres Hero Power. mais du coup, ce que je trouve plutôt cool, c'est que Viserai étant Living Legend en Blitz, Mm. en fait, la valeur ajoutée de Sonata, elle est minime. La valeur maximale de Sonata, c'est piocher une carte et un demi-embodiment of Lightning chez Briar. Et, Et un dégât d'arcane. Ou potentiellement et un piocher dégât plus de d'arcane. cartes si tu mets des ressources, si tu as une main bleue, ça Ouais, mais rentabilise aussi le fait de jouer des enfin, bleus. Genre, quand tu as une oui, main bleue, ça peut unbreak ta main, oui. enfin voilà. Mais je suis d'accord que la Non, carte en mais elle-même en fait, est pas trop forte. ce que je veux dire, c'est que en fait, Sonata, c'est une carte qui, même si quand tu l'affrontes, te donne l'impression vraiment de récompenser le fait de jouer des cartes, euh, l'équilibre qu'elle impose dans le deck, qui évidemment est pertinent pour un Runeblade, parce que c'est le principe d'un Mm. Runeblade, et genre, tu optimises la Rosetta, et il y a plein d'autres bonnes raisons. Mais en fait, si tu fais des maths brutes, où vraiment genre, tu commences à utiliser des calculateurs hyper géométriques, et à réfléchir à quelle attaque tu joues avant telle non-attaque, et Mm. donc à réfléchir à quelle couleur tu veux de tel type de carte, machin et tout. Quand tu mets une Sonata dans le mélange, tu es obligé d'avoir 30-30. Et en fait, Oui, ce bien sûr. truc-là change des choses pour la façon dont tu montes le deck. Et en fait, tu es récompensé, mais sauf que ton adversaire ne te rend pas compte. Parce qu'en fait, ton adversaire sait pas que tu joues Mm. pas Art of War parce que Sonata c'est trop fort. Tu as enlevé des gemmes, enfin des fables, des machins comme ça, parce que ça casse tes ratios. Enfin, genre, c'est Ouais, tous mais ces petits détails qui, en fait, genre, bah, genre, ils sont juste, c'est genre Sonata, comme elle est là, tu es obligé, enfin, tu es obligé. alors, je Il est très vais, fortement recommandé d'aller dans ce sens-là, tu vois? je vais parler de Striders juste après parce que c'est une carte qui me coûte personnellement. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, PDPU. Le problème, entre guillemets, c'est que en fait, tu as le même genre de coup sur beaucoup de cartes ou de Hero Power Runeblade, de jouer des Mmh. non-attaques ou d'avoir un split, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand tu les cumules toutes, bah, il y a un coup pour la première et pas pour la deuxième. Entre gros guillemets, je simplifie un Mmh. peu le process, mais voilà. C'est Et une question de consistance, quoi. bien sûr. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on pourrait se demander si le reward de jouer 30 non-attaques et 30 attaques dans Braillard, par exemple, enfin, ou 20 et 20 quand on est en blitz, est pas un peu trop fort pour que ça force Braillard à ne même pas jouer des cartes comme Art of War ou comme des Fabled qui peuvent être des cartes qui sont très fortes. Enfin, Art of War, c'est une carte qui est potentiellement extrêmement forte. Et je pense que le fait qu'elle ne soit pas jouée par Braillard peut être un indicateur qu'il y a peut-être un petit peu trop de puissance dans la récompense qu'a Braillard à jouer à un perfect split d'attaque et non-attaque. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour l'instant, je pense que Sonata, c'est
ok qu'elle revienne en Blitz. Je ne pense pas que ça va être un problème. Je ne pense pas que les decks forts en Blitz actuellement bénéficient de Sonata, puisque Shane est le Runeblade qui en bénéficie le moins bien, je pense. Je pense également que les decks qui sont forts actuellement ne sont pas extrêmement dérangés ou ne sont pas. Enfin, la chaîne alimentaire n'est pas changée par l'existence de Sonata. Donc je pense que c'est ok qu'elle revienne, surtout avec un ban de Skeletor à côté. Par contre, ce qui pour moi est potentiellement le plus gros changement des quatre, alors avec le Mask of Pouncing Lynx un peu, mais tu en as déjà beaucoup parlé, donc je vais pas trop revenir dessus, parce que le ban est relativement legit. Ça va probablement forcer Faille à changer un peu, parce qu'il pourra moins faire la course contre les agros, mais c'est pas grave, on n'a pas spécialement envie que Faille puisse tuer tour 1 sur un simple Art of War, ou même rien et juste un équipement des fois, et c'est pas plus mal pour le format de manière générale, il faudra peut-être s'occuper de Dash plus tard. Sachant Le qu'il dernier y a, point, y a ouais, possibilité que pardon. le masque, il y a possibilité que le masque en fait soit aussi quelque chose qui a été fait en anticipation par rapport aux À Stormstriders. Dynasty. Non, par Ah, rapport aux par rapport aux Stormstriders, je Striders. pensais notamment parce C'est que possible les aussi. Striders vont potentiellement, on en parlera plus en détail, mais vont normalement affaiblir les Wizards, notamment Islander, qui est quand même, et du coup, ça fait que un des gros decks de la méta est un peu moins faible. Alors, Un des, on en parlera, mais bon, ça fait que s'il y a des gros decks de la méta qui sont un peu plus faibles, Faille a une place pour remonter, et du coup, on assure aussi une fiabilité on assure une fiabilité du fait que alors, il n'y ait pas une nouvelle, il n'y ait pas un nouveau grand méchant loup dans la méta une fois qu'on a un peu affaibli ouais, les autres ouais. decks. Le Donc, fait a est que priori. Faille était déjà probablement un des meilleurs decks, Ouais. ne serait-ce que parce que l'existence de Belittle rendait son match-up contre Islander relativement ok, que l'existence de Mask of the Pouncing Lynx lui permettait de tenir la race contre quasiment n'importe quel aggro, et que si tu sais bien jouer et que tu set up bien tes tours, tu pouvais passer les hold-in. Donc en fait, Mm. tu perdais pas forcément contre grand chose, en tout cas si tu étais bon et que tu faisais bien ta liste. Et je pense que réduire un peu certains de ces match-ups, notamment les agros, en bannissant le Mask of Pouncing Lynx, c'est très bien. Maintenant, pour les Wizards. Alors, très clairement, selon le peu de data qu'on a et selon les data que LSS apparemment avait, que nous on n'a pas forcément, Islander était reconnu comme tous les joueurs pro et la plupart des gens de la communauté comme le meilleur deck en Blitz, et je pense que c'était le cas effectivement, et Kano était un bon gros top tier aussi. Donc, c'est logique, si on touche à des choses autour de ça dans le format, de toucher à ces decks-là également. Parce que ces héros-là étaient peut-être un peu trop dominants et ils l'auraient été encore plus si tu touches à des decks à côté. Cela étant dit, est-ce que Striders était le bon ban? Je ne sais pas, parce que c'est très dur de savoir comment vont évoluer les listes. Il y a une carte qui s'appelle Blessing of Aether qui arrive normalement dans Dynasty et qui va être là, l'Armory Kit de ce mois-ci, qui ne sera légal qu'en novembre, mais qui booste la prochaine attaque qu'on joue sur notre tour suivant. En gros, je simplifie le texte parce que c'est une carte dont Prochaine on aura l'occasion de non-attaque, reparler. non? Oui, la prochaine non-attaque, pardon, j'ai dit attaque. Pardon. Ouais. C'est la prochaine non-attaque qui fait des dégâts d'arcane. Donc, c'est une carte qui potentiellement va avoir des grosses implications sur les listes parce que le power level de la carte est, je pense, très très bon. Et que les multiplicateurs sur les dégâts d'arcane, faut y faire très attention parce que globalement, des dégâts d'arcane, ils ont entre gros guillemets tous dominate. Donc, faut faire très attention lorsqu'on permet d'augmenter les dégâts, surtout quand on connaît des cartes comme Fork Lightning. Et donc voilà, je pense que Islander comme Kano vont pouvoir survivre sans les Stormstriders, mais vont devoir s'adapter. Est-ce que Islander va devoir revenir à un build très disruptif avec beaucoup de ice, des dégâts d'arcane et se servir de ces bleus comme Emeritus Scolding ou Icebolt qui ont des bons rates de départ comme finisher? Peut-être, parce que je pense que la version hybride avec des attaques-actions qui en fait essayent de trade des points de dégâts et de finir avec les Striders va être moins bonne, de fait, parce qu'on n'a plus le tour supplémentaire que les Striders nous offraient. Kano va devoir, je pense, s'éloigner probablement des listes très focus sur Aether Wildfire, puisque le combo est plus vraiment possible, ou en tout cas dans des formes très différentes, avec des potions off déjà vues, avec des blind Kano du top deck, etc. Donc ça devient plus compliqué à mettre en place. Et surtout potentiellement un petit peu plus lent aussi contre les agros. Donc Kano risque d'être amené à changer aussi. On sait qu'il y a des gens, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent un peu les channels du Discord inter, il y a un mec qui s'appelle Kotaru, qui je pense est probablement un des meilleurs joueurs du monde sur Kano en Blitz,
qui a déjà fait des tests et qui teste déjà 3 listes actuellement et qui dit que bah, ça se passe très bien. Je crois que cet après-midi, il était à 15-0, un truc comme ça. Donc apparemment, ça continue à pas trop mal se passer. Donc voilà, faudra voir comment les deux decks évoluent. Je pense qu'ils vont tous les deux perdre au moins un tiers dans la méta actuelle. Je pense que ça ne va plus être les meilleurs decks et les decks les plus dominants, surtout pour Islander, un peu sans conteste possible et sans réflexion possible. Je pense que ça va beaucoup ouvrir à d'autres choses. Je pense qu'il va falloir surveiller de très près Chain, notamment, puisque Chain maintenant n'a plus besoin de build pour battre Islander et Kano, c'est-à-dire avec beaucoup de bleu notamment, mais il peut juste build pour battre Holdim, qui est probablement un des meilleurs decks en Blitz. Donc Chain potentiellement se retrouve à avoir beaucoup moins de counter, voire plus du tout, ce qui peut être très dangereux pour un format. Voilà, surtout quand on connaît le power level du deck au départ. Mais voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça. Je pense que d'un point de vue méta et bien-être du jeu, les bans sont bons, que ce soit en CC ou en Blitz. Je pense qu'effectivement, je vais te laisser revenir un petit peu dessus, Otal, parce que je sais que tu as une opinion qui est peut-être un peu plus tranchée que le mien là-dessus. Je pense que sur le fait de ban une légendaire, c'est quand même quelque chose qu'ils ont déjà fait avec Crown of Seeds, enfin en tout cas de suspendre, pardon. Et c'est quelque chose qui a un poids qui n'est pas négligeable du tout pour les joueurs présents et futurs. Et je pense qu'il faut que LSS fasse très attention, notamment dans le design de leurs cartes, pour potentiellement faire des légendaires qui peuvent avoir peut-être moins d'impact ou qui sont plus spécifiques mais qui donnent pas autant d'avantages, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que là, sur la banlist, sur la banlist et suspended list, en Blitz, les 3 cartes qui sortent sont 3 équipements. Est-ce que le fait de commencer avec des cartes est pas peut-être un peu trop fort si on met un trop gros power level sur ces cartes? Voilà, c'est quelque chose dont il faudra faire attention dans le power level dans le futur, je pense. Mais moi, personnellement, je suis passé le côté très salé de mince, je peux plus jouer mes Wizards, c'était mes decks préférés. Je suis assez confiant sur le fait qu'on pourrait avoir une bonne méta en Blitz pour les Worlds, que ce sera intéressant à regarder, et qu'il y a des choses qui vont apparaître qui seront très très cool. Et voilà, je suis plutôt content des bans, overall. Vas-y. Si je puis me permettre, alors déjà il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que des cartes qui ont quitté le format, Stormsiders est la seule qui est indiquée suspendue jusqu'à la Mm. prochaine annonce. Ouais. Et ça signifie que soit ils veulent se donner le temps d'avoir plus de données, de tests en interne, soit ils veulent voir comment est-ce que le jeu réagit en gros. Mais ce que je me dis, c'est que rien n'est définitif, visiblement. Mm. Surtout, je pense que ce ban, moins ciblé sur spécifiquement Islander et Kano, leurs résultats, leur place dans la méta, etc., est peut-être plus orienté sur. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que le Blitz, enfin, en tout cas les joueurs de haut niveau et une partie de la communauté disent que le Blitz, c'est un format qui est moins intéressant que le construit parce qu'il a entre autres ce côté très, très inégal qui est lié à sa Mm. nature, qui est lié en fait à son explosivité. Et Stormstriders faisait partie de ces cartes qui rendaient le format très, un peu très unilatéral. Enfin, il y avait vraiment des match-ups, genre, tu tombes contre un wizard, c'est juste fini, quoi. Enfin, genre, Kassai, Mm. par exemple, elle tombe contre Kano et elle prie. Et des fois, ça passe. La majorité du temps, ça passe pas. Et en fait, je pense que c'est lié, entre autres, à cette notion que tu as rappelée, qui est que comme tu commences la partie avec un équipement en jeu, sa value, t'as pas besoin d'aller la chercher, en fait. C'est-à-dire qu'elle est là. Mm. Et Je suis là soit tout il le faut que temps. tu payes un petit peu pour en profiter, soit il faut carrément ne rien payer. Et en fait, je pense qu'ils veulent justement, ils essaient de cibler ces cartes-là, Mm. ces éléments du jeu qui te donnent de la value gratuitement et qui du coup créent une disparité entre les Ouais. héros. Parce que du coup, tu as ces héros qui ont des cartes gratos, en gros des trucs gratos, et tu as les autres. Bah, Et c'est pour ça que voilà. c'est pour ça que je pense que la tunique, par exemple, est moins à risque d'être touchée parce que la tunique, c'est un item auquel tout le monde non, mais tout le monde y a accès potentiellement. Je suis d'accord qu'elle est plus ou moins efficace dans certains decks, Mmh. mais c'est un Mm. générique. Quand tu tapes un truc comme Stormstrider, tu tapes une classe Ouais, spécifique, une interaction spécifique. ça je suis d'accord. Après, je dis pas que Tunic Je- sera jamais touché parce que Tunic, c'est quasiment un auto-include dans les decks qui sont lents. Enfin, c'est un auto-include dans tous les decks lents. C'est de la Et dans les ressource, c'est de decks la value aggro aussi, gratuite. genre c'est
Ouais. Je Quand ils pense que savent qu'ils vont Tunic, affronter des decks. je pense que Tunic, c'est comme Crown of Seeds, c'est comme Belittle, ce sera un autre sujet, mais je pense que c'est des cartes qui sont un peu trop au-dessus de la curve que le jeu aimerait, et je pense que c'est des cartes qui sont amenées en fait soit à être ban à un moment, soit à être power creep, parce que Mmh. effectivement Tunic c'est dans la majorité des decks et que tant que tu sors pas un truc meilleur, il y a aucune raison d'arrêter de jouer Tunic. Tant que tu la bannes pas, il y a aucune raison d'arrêter de la jouer. Et si à un moment ils veulent renouveler le slot chest pour la plupart des decks, faudra soit qu'ils sortent une carte meilleure, ce qui risque d'être problématique parce que Tunic a un power level qui est déjà très très bon, soit qu'ils la bannent, et ça pourra être problématique aussi parce que c'est une légendaire que tout le monde a, parce que c'est la légendaire principale sur laquelle on conseille les gens d'investir parce qu'elle est jouable partout. En fait, Mais voilà, ce sera un autre sujet pour une ce autre que j'aimerais vidéo. justement dans ce genre de philosophie, tu vois, c'est de dire vous créez des remplacements pour cette carte, mais Mm. qui sont class locked et du coup qui marchent bien dans une certaine classe avec un certain gameplay, etc. Genre Ouais. histoire justement d'éviter qu'on ait un go-to tunique, mais que la tunique soit toujours une option si tu veux jouer un truc un peu différent de ce Mm. qu'on te propose dans ta classe. Je vais pas dire Mm. un torse qui fasse la même chose que Stormstriders, mais par exemple, tu prends l'alluvion. Mm. L'alluvion, c'est intéressant de l'avoir dans certaines situations au lieu de la tunique. Et pour Ah, c'est moi, c'est clair. le genre de design qui est intéressant à avoir dans le jeu, justement, de créer des remplacements qui sont pas Mm. forcément beaucoup plus fumés, mais qui, dans certaines situations, ou dans certaines classes, ou dans un certain gameplay, permettraient de remplacer la légendaire tout en la laissant en Mm. circulation. Et pour moi, ça serait mieux qu'un ban direct et massif sur une légendaire, parce que ça, on en a déjà Moi, parlé cet après, mais moi je suis pas oui, fan oui. du tout du principe de bannir une légendaire, même si je sais que c'est une suspension en blitz, ça oblige à avoir des decks différents d'un Mm. format à l'autre. Ça fait que tout ce dont on parlait dans le premier épisode, enfin dans l'épisode 0, de l'interchangeabilité des cartes et Mm. autres, bah du coup c'est plus autant le Et un cas. peu moins. C'est après, je suis aussi d'accord sur quelque chose, c'est que ce sont des professionnels qui font ça. Ils ont des playtesters, ils ont des informations qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'ils ont Dynasty, ils ont les Mm. informations de Dynasty, ils ont les informations des Worlds, ils ont beaucoup plus de data que celles auxquelles nous on a accès. S'ils ont ban ces points spécifiques, c'est qu'il y a une raison. C'est Mm. qu'on voit la raison maintenant ou pas. Et je trouve qu'en fait, on les voit assez bien, à part sur Stormstrider, parce que comme on disait, c'est pas forcément la carte la plus. Au final, c'est pas forcément la carte la plus clé des match-up. Ils vont perdre un peu en Oh, si, quand puissance, même, hein. mais elle reste quand même intéressante. Elle reste Mm. quand même intéressante. Non, Enfin, moi je pense que c'était le meilleur. L'autre très bon ban qu'il y aurait eu à faire sur les Wizards, c'était ban Aether Wildfire pour limiter Kano. Mais le fait qu'ils mm, touchent pas à Wildfire et qu'ils touchent à Striders, ça montre bien qu'ils sont conscients que Islander est probablement le meilleur des deux Wizards ouais. actuellement. Et je Mm. pense que malheureusement, en fait, avec le pool de cartes qu'il y a actuellement et le fait qu'en Blitz on a 2 fois moins de points de vie, euh, bah, t'as pas vraiment de meilleur hit pour toucher les deux Wizards. Tu peux toucher à des Ouais, choses pour toucher les deux, comme c'est Channel sûr. Lake Frigid pour Islander et Aether Wildfire de l'autre côté pour Kano, mais en fait, Ah oui, non, pour mais moi, ce c'est serait un peu danser sûr. autour du problème parce que tu aurais toujours le problème de Mm. l'extra turn que te donne Striders, qui est, moi je l'ai toujours dit, fondamentalement, je pense, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur équipement du jeu. Parce que juste, tu joues un tour de plus que ton adversaire et enfin, c'est tellement fort en fait que je pense que c'était très 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 dur de toucher autre chose et de pas avoir besoin de toucher Striders plus tard. C'est surtout ça en fait. Parce que Mm. tu pourrais toucher autre chose temporairement et te dire oh ça va à peu près. Mais dès que tu ressors une bonne carte Wizard, si Striders est toujours là, bah en fait, enfin, t'as toujours le combo Wildfire qui existe, t'as toujours les Ouais. finishers ou les prises de tempo avec Aether Ice Vein qui existent dans Islander et Ah voilà. bah, c'est Je pense que sûr ça que aurait été bannir des un peu too équipements, much. c'est sûr que bannir des équipements, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est le truc fiable qu'on a au début, qui apporte de C'est la ça. valeur quoi qu'il arrive, et c'est le meilleur moyen en bannissant un équipement au final de s'assurer d'avoir plus de design space dans le Mm. futur. Tu as plus de chances de pouvoir créer des cartes parce que, comme on disait avec Icelander, toutes les bleus ice sont fortes, donc ça va limiter le design space des bleus ice plus tard. Bah là, c'est pareil. Avec Stormstriders, en effet, Mm. ça te limite complètement le design des cartes Wizard. Clairement. Le masque, ça va te limiter aussi les cartes aggro. Enfin, il y a ces Mm. cartes-là qui te limitent ces options, même Skeletta, au final, limitait les options d'une certaine façon. Donc, Oui, oui, c'est oui. logique, c'est Skeletta, c'était très clairement un logique de truc toucher ça. qui empêchait la création de certaines cartes. Toutes les cartes Runeblade Mm. avec un coup de X, déjà, c'est C'est ça. impossible si tu as Skeletta qui existe. Donc, de toute façon, c'est effectivement le fait d'avoir ces équipements on-board au départ, faut faire très attention à.
et de toute façon, on l'avait vu avec des cartes comme Stubby Hammerers, hein, le fait que Faille soit un deck aggro qui puisse faire des combos, parce qu'en fait, il avait besoin que d'une carte en plus, puisqu'il avait deux de ses combos, deux de ses pièces de Mm. combo dans les équipements. Ça rend en fait, ça rend des choses trop consistantes. Et quand elles sont trop consistantes, en fait, ça devient un, trop fort, et deux, ça devient aussi trop répétitif et pas interactif de jouer contre. Quand tu joues en blitz contre Faille et que toutes les games que tu fais contre Faille, quasiment peu importe ce qui se passe, il peut te présenter l'étal autour d'eux si tu l'as pas menacé avant parce qu'il a son Mask of Pouncing Lynx, bah ça devient plus très pertinent et intéressant de faire le match-up. Pareil pour Kano, quand Kano peut te tuer tour 2 avec un combo parce qu'il commence avec Striders, je comprends que ça puisse être frustrant et que ce soit pas le type de gameplay et ce qu'ils veulent développer dans leur jeu pour le futur. Ouais, mais je pense que de toute façon, enfin, Striders, ils ont dit eux-mêmes qu'ils cherchaient à lui trouver un nouveau slot, donc on va voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont réussir à le trouver. Et je pense aussi tout à fait sincèrement que si c'était pas une légendaire, personne n'aurait dit quoi que ce soit en fait sur Striders. Tout le monde aurait été Oui, d'accord oui, sur le fait que c'était. Tout le monde aurait été d'accord sur le fait que c'était. c'est Ah bah clair. oui, en effet, c'est un ban mérité. C'est un ban mérité, cette carte est trop forte. Le fait que ce soit une légendaire, forcément, ça touche à un endroit qui fait mal à beaucoup de gens, c'est-à-dire le portefeuille. Ouais. Et tout de suite, là, ça commence à poser problème. Et c'était pareil pour Crown, et ce sera pareil la prochaine fois qu'ils vont ban une légendaire. Mais si c'était une commune qui avait un effet similaire, on serait tous en train de dire legit, legit, les gars, dégagez là, cette carte, elle est beaucoup trop fumée. Bah Donc, comme Stubby, trouver. hein. Ouais, c'est ça. Stubby, personne n'a réagi. C'était une commune, c'est donc c'est ça. Et Pour conclure vas-y. rapidement, bah, c'est juste pour revenir vite fait sur les 2-3 trucs, en gros, sur la banlist, en plus de tout ce qu'on a raconté. Ils ils interdisent maintenant de pouvoir jouer un héros jeune dans un format, exact. construit. Ce qui signifie que, bah, ça marche que dans ce sens-là, mais, on n'a pas le droit de jouer de héros Non. adultes en blitz et on a maintenant absolument plus le droit, ce qui n'était pas le cas avant, de jouer un héros young en construit. Ça évite des cas, de héros comme Prism, qui se balade, en construit alors qu'elle est jeune et qu'elle a 20 points de vie. Et l'autre chose qui est mineure, mais bah, qui est quand même sur la banlist, c'est que Yorick, qui est une carte promotionnelle qui était distribuée au premier Pro Tour, Pro Tour New Jersey, qui avait la fâcheuse tendance à pousser tous les joueurs à mélanger leur deck au début d'une partie, a été banni en UPF. Voilà, donc En même pour les temps, Qui c'est amateurs était de un le, cartes, qui était le seul hasard. format, on le ouais, rappelle, ouais, hein, ouais. c'est banni en UPF, qui Oui, était le seul seul format où il était format légal. où elle était légale au départ, puisque ce n'est pas un Et héros du coup, qui est elle est légal en Blitz bannie. ou autre part. Et c'est en fait du coup un héros qui, malheureusement pour les gens qui l'ont et qui veulent jouer avec, n'est plus jouable nulle part, à part dans vos games de Kitchen Table avec vos potes. Mais c'est très bien comme ça, parce que quand on joue en UPF, on veut prendre du fun, et quand quelqu'un dit « Oh, bah vous avez passé du temps à construire votre deck », bah non, bah c'est pas très fun. Voilà, Ouais. c'est l'inverse. Je rappelle juste que du coup, ça donnait des decks qui faisaient cette taille-là, à peu près, avec Ouais, Pauline. et Enfin, tout le monde ils faisaient un piochait mètre de dedans haut. comme ça, Ils là. faisaient un mètre de haut et tout. Je comprends qu'ils l'aient banni. Mais Ouais, c'était pas... je vais revenir très rapidement sur ce que tu disais, du coup, par rapport au Classic Constructed et au Blitz, sur le fait que maintenant, les héros sont vraiment limités à un format. On se doute d'une certaine façon que c'est en réaction à ce qui s'est passé avec Prism, la Young Prism en Nouvelle-Zélande, qui a quand même mis des bonnes fessées Mm. dans le classement. Et c'est justement sur ça que tu nous as préparé un petit deck PDPU, n'est-ce pas? Alors, Oui, juste oui. avant ta deck Alors, tech, en vrai, non. je rappelle quand même que c'est aussi probablement à cause de la magnifique performance de Paul sur son Young Chain qui avait fait top 8 en Ouais, ProQuest. Voilà, on le rappelle, parce c'est qu'il vrai, faut que le même perdure. Et donc, on va c'est faire vrai. La perdurer ce légende. même. Voilà, Paul, si tu regardes cet épisode, c'est pour toi. La légende française du Young La Chain. légende du Young Shane. En gros, l'idée, c'est, alors pour être honnête, je ne m'attribue aucun mérite pour la liste, qui apparaît actuellement à l'écran, puisque, elle est, très largement, voire complètement inspirée de la liste justement de la personne Mm. qui a fait 16e, il me semble, en Nouvelle-Zélande. Alors en gros, la contrainte, c'était qu'il était obligé de jouer Young Prism, donc avec 20 points de vie au lieu de 40, et surtout, il n'avait plus le droit de jouer Luminaris, qui est, l'arme clé du deck, qui du coup là a été remplacée par, Iris of Reality. Alors l'idée, c'est que avec Luminaris, comme vous étiez récompensé de jouer une très grande densité de cartes jaunes, on n'avait pas vraiment de raison de jouer autre chose que des cartes jaunes. Iris of Reality, elles nous permettent de transformer, comme le faisait Luminaris, nos auras en weapon, sauf que quand Luminaris nous permettait d'attaquer gratuitement et leur donnait Go Again, Iris of Reality nous demande de payer 3 ressources pour attaquer avec une aura. Mais par contre, l'aura est tape à 4.
là où Alvan, elle tapait que à 1. Donc on a une arme qui change fondamentalement la structure du deck et qui pousse, Prism à jouer beaucoup plus de bleus qu'avant. Donc par exemple, les cartes les plus importantes dans le deck, ça va être comme, Shimmers of Silver, qui en fait a 2 utilités dans le deck. La première, c'est que c'est elle-même une aura qu'on peut jouer, pour 0. Et la seconde, c'est que c'est une bleue qu'on peut utiliser pour attaquer avec les autres auras. Et en fait, le plan de ce deck-là, correspond pas mal à ce que faisait déjà, Prism Aura, qui consistait à mettre plein d'auras très vite, mettre du board. Et en fait, avant, on était censé attaquer avec tout le board d'un coup et à chaque fois. Et en fait, plus on avait d'aura, plus on menaçait de points de dégâts. Là, on n'a pas besoin de beaucoup d'aura, en fait. Il en suffit d'une seule et d'une bleue en main pour présenter une quantité de dégâts similaire, voire supérieure. Et donc, il va y avoir en gros, le but du deck, c'est on met des auras 0 ou des auras jaunes comme avant qui ont une value ajoutée, et on utilise des bleus pour attaquer avec. Du coup, le reste du deck est assez défensif. On a par exemple des cartes comme Arclight Sentinel, des cartes comme Prismatic Shield, des cartes qui, vraiment, le but c'est d'empêcher l'adversaire d'avancer dans son plan de jeu, de bloquer des dégâts tout en mettant du board, etc. Auquel on ajoute une très grande densité de cartes qui bloquent à 3. Tous les Héralds bleus de Prisme bloquent à 3. Et bon, les auras bleues bloquent à 2, mais c'est pas très grave, c'est compensé par le fait que c'est des auras. Et donc en fait, le but du deck, ça va être de mettre des auras assez rapidement, mais pas forcément beaucoup. Il en suffit d'une ou de deux en vérité. Et ensuite, ça va être de bloquer suffisamment de dégâts avec 2 cartes de sa main ou 3 cartes de sa main pour pitcher la dernière pour attaquer avec une aura. Et en fait, on se retrouve avec une façon de jouer qui est assez similaire à celle des gardiens, entre autres, qui consiste à bloquer avec 2-3 cartes, en pitcher une pour taper avec un marteau. Bah, c'est pareil, sauf que le marteau, c'est une aura. Et du coup, le reste du deck, ça va être des auras de bonne qualité, des heralds qu'on peut utiliser pour attaquer de temps en temps, les équipements d'illusionnistes comme Phantasmal Footsteps, heu, un set d'Arcane Barrière, enfin ce genre de choses. Mais le cœur du deck, c'est vraiment utiliser Iris of Reality pour transformer des bleus avec lesquels on aurait bloqué en des dégâts avec une aura avec laquelle l'adversaire va assez rarement interagir en fait, parce qu'il y en a qu'une seule. Enfin, et en fait, c'est vraiment le but, c'est tu snowball avec une arme différente, avec les armes d'illusionniste en fait de toute manière, et ça rend un gameplay qui est vachement intéressant, que je trouve, original, Mmh. qui est nouveau, que Croissant a testé d'ailleurs, avec lequel il a fait un bon résultat comme il a dit au début du podcast. Et et moi-même, le deck me fait bien kiffer. Du coup, voilà, je vous conseille d'essayer. Heu, le deck est un peu étonnant quand on le prend en main, je pense, pour un joueur d'illusionniste, enfin surtout les joueurs, habitués Mm. d'illusionniste, mais il fait des choses différentes, il les fait à sa manière et en vrai, je pense qu'il est très, très cool. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve il y a vraiment du flavor, quoi. Je trouve ça très stylé. Ouais. Le deck, Voilà. pour l'avoir joué, effectivement, est très cool. Alors après, j'ai joué contre une Dorinthea à qui j'ai un peu laissé la game parce que je l'ai laissé replay un tour qui, 3 tours plus tard, me fait perdre. Mais c'est totalement mon choix. On était en armory, donc c'était très cool. Mais le match-up reste quand même plutôt favorable contre Dorinthea. Et après, j'ai joué contre 3 Wizards. Et le match-up contre Wizard avec Prism, bah, qu'on joue Luminaris ou pas, ça Très change compliqué. pas. On a encore Mmh. plus de bleus, donc en fait le match-up est limite meilleur pour nous. Notamment Ouais. parce qu'on a accès à Spell Void 2 en un équipement, donc on peut jouer Spell Void 2 et Arcane Barrière 3, ce qui veut dire qu'avec une seule bleue, on empêche totalement le premier Aether Icevein rouge, qui est une des meilleures cartes de tempo d'Islander, et qu'on empêche quasiment complètement tout potentiel combo OTK de Kano avec le Wildfire. Ce qui était une de mes premières réflexions en fait pour jouer ce deck, parce que du coup, le but, je l'ai redit encore aujourd'hui quand j'en discutais avec les gens de ce podcast cet après-midi. Euh, J'aime bien avoir du fun quand je joue, parce que ça reste un jeu, ça reste un loisir et tout. Mais on n'a pas de fun quand on se fait détruire sans pouvoir rien jouer et rien faire. Et là, justement, on a un bon match-up contre les gardiens, on a un bon match-up et des bons arguments contre les Wizards. Et en fait, les agros, alors j'en ai pas trop testé, à part quelques games contre le Chain de PDPU où je me suis un peu fait laver. Mais Chain, c'est triché. C'est un perso qui a un power level qui est Mmh. beaucoup trop gros, honnêtement. Enfin, voilà. Euh,
Mais honnêtement, je pense que entre les Arclight Sentinelles, le fait que les auras ont Spectra, qui est un mot-clé débile, le fait qu'on a beaucoup de blocs 3, qu'on a des Respite, des Sigil of Solace, je pense qu'il y a quand même des choses à faire avec le deck en termes de défense. Et comme la moindre carte qu'on arrive à garder en main, si on a une aura, présente 4 au lieu de 1, contrairement à Prisme Luminaris, en fait, on peut tenter de faire une sorte de course dans certains match-ups et ça devient pertinent. J'ajoute juste un dernier truc par rapport à ce que tu as dit, Pilipiu, c'est qu'après avoir testé le deck et écouté la deck tech du monsieur qui a fait un bon résultat avec en Nouvelle-Zélande dans un format de CC, donc où les agros avaient plus de cartes, plus de points de vie et les contrôles aussi, je pense qu'une des meilleures cartes du deck, c'est Ace Bending, pour la simple raison qu'en fait, Ace Bending, c'est la seule aura qui, lorsqu'elle est détruite, elle met fin au tour en général, puisqu'elle a Spectra, comme les autres, mais elle te laisse avec un Spectral Shield, ce qui signifie qu'en fait, elle te laisse avec une quote-unquote arme pour le tour suivant. Là où les autres auras, si c'est la seule aura qu'on a on board et qu'elle se fait clear, on n'a pas d'arme. Et donc en fait, Ace Bending, c'est ce que disait le mec dans sa vidéo et c'est ce que moi j'ai ressenti aussi en la jouant, c'est une des meilleures auras parce que soit elle reste et bah juste c'est notre arme en fait, comme le marteau des gardiens, soit elle se fait clear et en fait on a une arme qui en plus après va nous prévenir un point de vie et on a le temps de remettre potentiellement une ou deux auras en plus d'attaquer. Donc voilà, c'était juste le petit truc que j'ajoutais. Mais sinon le deck est vraiment très cool. N'hésitez pas à le tester comme d'habitude hein, et puis à changer des cartes s'il y a des choses qui vous paraissent plus ou moins pertinentes. La liste de CC joue des movables, joue plus de défense réaction rouge, etc. Mais bon, il y a aussi un sideboard, donc c'est pas forcément recommandé de tout mettre d'un coup en blitz. Mais voilà, il y a pas mal d'options différentes que vous pouvez tester et que vous pouvez explorer. Donc n'hésitez pas, et puis comme d'hab, faites-nous un retour sur vos expériences avec le deck dans les commentaires ou en message privé. On sera toujours très content de vous lire. De toute manière, on mettra la decklist en description, comme à chaque fois, et Comme vous d'habitude, pourrez ouais. la consulter, l'utiliser, etc. Mm. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que notre point règle de cette semaine, et je vais passer la parole à Croissant, concerne Spectra et les interactions avec ce truc-là. Donc, à toi de jouer. Alors, ça concerne pas tout à fait Spectra. On a pris Spectra, enfin j'ai pris Spectra pardon comme exemple pour un des trucs. Effectivement, vous allez voir une aura apparaître sur cette combat chain, sur ce board représenté par ce magnifique tapis. En fait, l'idée du point de règle de cette semaine, c'est que je voulais adresser l'errata qui a été fait au même moment que la banlist qu'on a eue et dont on a parlé pendant tout l'épisode, sur notamment le Quicken Token et les tokens Runechant. Alors, pourquoi on a pris une aura afin d'illustrer ça? C'est parce qu'une des interactions principales que l'errata change, c'est avec Spectra. Alors en fait, qu'est-ce que l'errata a changé concrètement? Quicken, le token Quicken, de la même manière que le token Runechant avant, se déclenchait et déclenchait son effet, dont on se fiche un petit peu, mais voilà, déclenchait son effet lorsque on jouait une carte d'attaque-action ou lorsque l'on attaquait avec une arme. Ce qui était très important. Pourquoi? Parce que du coup, ce n'était pas au même timing dans les deux cas. Lorsqu'on joue une attaque-action card, le Runechant ou le Quicken Token se mettait en pile et se déclenchait pour activer son effet en layer step, c'est-à-dire au moment de jouer l'attaque-action card avant qu'elle soit attaquante. Par contre, pour une attaque d'arme, on activait la capacité de l'arme afin de créer un layer sur la chaîne qui allait après se transformer en attaque. Et les Runechant et les Quicken Token ne se déclenchaient qu'au moment où on attaquait avec l'arme, c'est-à-dire en attack step et non pas en layer step. Ce qui fait que, contre Spectra notamment, lorsque l'on jouait une attaque, le Runechant se déclenchait, Spectra se déclenchait, le Runechant infligeait ou tentait d'infliger quand même un dégât à l'adversaire, puis Spectra se résolvait et on fermait la combat chain et l'attaque ne se résolvait pas. Par contre, dans le cas d'une arme, en layer step, on ciblait Spectra lorsque l'on activait la capacité de l'arme, Spectra se mettait en pile en layer step toujours, et donc on n'arrivait jamais au moment où le Runechant devait se mettre en pile. Ce qui signifie que l'adversaire ne prenait pas de dégâts, mais que le Runechant restait pour une attaque suivante dans le tour ou au tour suivant. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Le nouveau texte post-errata du Quicken comme du Runechant Token dit lorsque
vous jouez une attack action card ou lorsque vous activez une weapon attack, le Runechant ou le Quicken s'active et se met en pile. Ce qui signifie que les deux maintenant se mettent en pile en layer step et que donc lorsque l'on attaque une aura avec une arme par exemple, on va activer la capacité d'attaque de l'arme qui va se mettre en pile en layer step, le Runechant va se mettre en pile également, Spectra va se mettre en pile également, et de la même manière que le Runechant va tenter de mettre un dégât à l'adversaire, lorsque l'on joue une attack action card, ça va maintenant être le cas également avec les attaques d'armes. Ce n'est pas un énorme changement, ça ne devrait pas avoir d'énormes implications sur la metagame ou sur quoi que ce soit, mais je pensais que c'était intéressant d'en parler quand même et du coup de faire en même temps un petit rappel sur les interactions Spectra Runechant, surtout qu'on vous a présenté juste avant un build de Prism et donc peut-être que plein de joueurs en France vont se mettre à jouer Prism en Blitz et voilà, du coup maintenant vous savez comment marchent ces nouveaux tokens avec leur errata. Ah, merci beaucoup. Pour le coup, c'est bien aussi de voir LSS faire des errata comme ça de nettoyage de la carte, genre juste de faire que maintenant, il n'y ait plus cette interaction bizarre où deux effets qui sont similaires s'activent à des moments différents et de les mettre au même moment. Moi, c'est le genre de choses que j'aime. J'espère qu'on aura des nouveaux tokens, du coup, genre physiques, qu'on Ouais, sera pas obligé on de les devrait. imprimer et de les mettre dans nos sleeves, mais normalement, ça devrait le faire. Donc, On en a eu avec heureusement. Briar Post-Errata, donc je suppose qu'il y en aura soit donné dans les Armory Kits des mois par les Je boutiques, pense aussi. comme on avait eu pour Briar, voire même, on sait jamais, une réédition dans Dynasty, si jamais les Quicken Tokens sont... Enfin, si jamais il y a une carte qui crée des Quicken, on peut avoir un Quicken Token, et pareil pour les Runechant. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on envoie Errata dans Dynasty. Donc voilà, Ce serait bien. à suivre, mais je pense qu'on aura à terme, dans pas trop longtemps, des versions errata de ces cartes-là. On espère, on D'ailleurs, espère. si ça vous intéresse, j'invite tous nos auditeurs à aller lire les articles qui pour le moment n'existent qu'en anglais, de la banlist dont on a Mm, parlé, mais aussi du bulletin d'errata, puisque en fait les principaux changements qui ont été apportés aux cartes visent surtout à soit clarifier des notions de pure syntaxe au niveau des règles, soit clarifier des situations de jeu où le résultat, si mm, on suivait les règles, était parfois un petit peu inhabituel, enfin, ne correspondait pas vraiment au ressenti qu'on avait, quand on jouait, mm. les cartes. Mais voilà, si ça vous intéresse et si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est très Ouais, intéressant. c'est intéressant. C'est un Je bon suis d'accord. lissage qui fait du bien, ouais. Mm, Mmh. Et du coup, nous allons maintenant passer à la 3e chronique, le point Living Legends. Bon alors, faut savoir qu'il y a eu littéralement que deux, que deux compétitions, si je ne me trompe pas, pendant le week-end dernier. Donc, il n'y Mmh. a que 2 héros qui ont gagné des points de Living Legends. Oldhim, qui est donc passé à 478 points, et Icelander, qui est passé à 192 points. La vraie chose notable sur ça, c'est que Oldhim a détrôné Viserai, qui était en 2e place la semaine dernière. Et du coup, Oldhim est devenu le 2e héros sur le tableau Living Legends. Toujours à peu près à la moitié de Braillard, donc il y a de la marge avant qu'il soit banni. mm, Mais c'est important de noter que le perso a réussi à faire une bonne remontada quand même, hein, parce qu'il était quand même mm, relativement bas au début de la saison. Et là, il est arrivé 2e, ce qui prouve que le deck est solide, mais que tout le reste a quand même un peu monté. Donc en soi, on est toujours dans une méta variée, qu'il risque de Mmh. l'être encore plus avec les changements. Et ça, je C'est ça, l'espère très fort. mm. c'est ça. Ouais, on J'ai hâte de espère voir, que... si ça va continuer, si on va toujours avoir un Hold'em aussi puissant, enfin aussi dominant, ou mm. si d'autres héros vont recommencer à prendre des points. Bah, je pense que ça devrait quand même le calmer légèrement, ne serait-ce que parce que c'est un point qu'on discutait la semaine dernière. Moi, je m'attends, si le deck est un peu moins bon, à ce que moins de top joueurs soient dessus et donc à ce qu'il gagne moins lorsqu'il est en top Mmh. cut, puisqu'il se fera outplay par des decks comme Dromai ou comme Islander. Si les meilleurs joueurs du monde au Worlds ne sont pas sur Hold'em, il y a beaucoup moins de chances, peu importe sa puissance, que Hold'em gagne. Donc effectivement, un petit changement qui peut être perçu comme assez grand par les top joueurs et qui peut remettre en cause ce choix de deck peut entraîner beaucoup de changements au niveau des points qui seront gagnés dans une saison, puisque si les top joueurs ne sont plus sur un deck, peu importe la puissance intrinsèque de ce deck-là, ce deck gagnera probablement moins. Mm. Mmh. Eh bien, on verra ça. Franchement, j'ai très très hâte. Mais Ouais, pour le moment, je vais surtout vous dire merci à tous parce qu'on arrive à la fin de notre épisode. Mmh. C'était un épisode assez long, hein, surtout qu'on n'a pas l'excuse d'avoir un invité cette fois. On a juste eu beaucoup envie de discuter.
On Et pour parle le coup, en autant. même On temps, avait des c'était quelque choses à chose dire. d'intéressant. C'est non, mais c'est intéressant. On a littéralement un potentiel changement de méta qui arrive là, Mmh. à chaud, ça fait du bien d'en avoir discuté. Mais du coup, voilà, je m'excuse potentiellement pour les auditeurs qui trouvent que c'est un peu long. Je tiens aussi à préciser que ça risque d'arriver à nouveau. Oh oui. On se connaît, on sait que c'est ni là, ce sera ni la première ni la dernière fois. En tout Mmh. cas, merci à tout le monde de nous soutenir. On regarde les vues à chaque fois. Enfin, je regarde Mmh. les vues sur YouTube, je regarde les commentaires. Je sais qu'on fait Ouais. tout ça, qu'on essaie de répondre à tout dès qu'on voit quelque chose. Donc, merci à tous pour votre soutien. Ça fait vraiment, Mmh. vraiment plaisir. D'ailleurs, N'hésitez pas à nous dire. Vas-y. je voulais m'excuser quand même. Alors, on l'a déjà fait sur le channel règle du Discord France, mais avec Night, qui est derrière les commentaires en général qui sont postés sur YouTube, enfin, ou les réponses, on a fait une mauvaise réponse à quelqu'un par rapport à une interaction avec Spreading Flames, et donc je voulais m'en réexcuser à nouveau ici. Mais ça a été clarifié depuis, donc c'est tout bon. Et je fais un dernier tout petit rappel qui est que, effectivement, on est souvent long dans nos podcasts parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais l'avantage, notamment si vous regardez sur YouTube, c'est qu'il y a, si tout se passe bien avec les vidéos, parce qu'on a déjà eu des petits problèmes là-dessus, le chapitrage, et que donc vous pouvez sauter une chronique si elle vous intéresse moins. Vous pouvez regarder qu'une partie du main topic. Vous pouvez sauter notre blabla quand on parle de notre semaine, et vous pouvez choisir un petit peu ce qui vous intéresse plus pour ne pas regarder les je ne sais pas combien de temps de podcast parce qu'on parle trop. Mais n'hésitez pas à Mmh. nous dire justement ce genre de choses dans les commentaires, si quelque chose vous plaît plus ou moins. On sait que notamment, Mm. par exemple, la rubrique sur les règles marche beaucoup. On a beaucoup de remarques positives dessus. Les gens aiment beaucoup les decklists aussi. Donc n'hésitez pas à nous signaler. Nous, tout ce qu'on veut, c'est s'améliorer, faire du contenu entre potes, passer des bons moments et partager cette passion avec Mmh. vous. On est content de voir que ça marche et que ça vous plaît. Donc encore une fois, merci à tous et à la semaine prochaine.